Flora Tristan, 1803-1844. Femme de lettres et penseuse autodidacte, c'est une figure majeure des luttes de la classe ouvrière et pour la condition féminine partout dans le monde. Elle voyage, enquête, observe, rencontre des personnalités politiques et littéraires, lit leurs ouvrages, s'engage à 100% dans les causes qu'elle défend, écrit abondamment et publie pour répandre ses idées. Elle est l'auteure, entre autres, de récits de voyage, Pérégrination d'une paria, Promenade dans Londres, d'un manifeste, l'Union ouvrière, et d'une correspondance conséquente dont sont tirées les lettres qui suivent. À Charles Filieu, Paris, 30 juillet 1843. Monsieur Filieu, je ne peux comprendre le pourquoi de la lettre plus qu'inconvenante que vous m'avez écrite hier en sortant de chez moi. Évidemment, vous étiez sur l'impression d'une fatale hallucination. Si j'étais une prude, je vous renverrai votre lettre, vous ferai défendre ma porte et ne prononcerai désormais votre nom qu'avec dédain et mépris. Si j'étais une coquette, je montrerais votre extravagante lettre à vos amis et de concert avec eux, on pourrait se moquer de vous pendant 8 jours. Mais comme je suis une femme supérieure, que j'ai conscience de ma mission de femme, j'agirai avec vous tout autrement. Monsieur Filieu, si vous aviez lu mon Méphis, certainement vous ne m'écririez pas une semblable déclaration. Car vous auriez su qu'en amour j'ai un système à moi, et vous saurez pour votre instruction que les systèmes que j'aimais dans mes ouvrages, je les réalise dans ma vie. Prêchant l'indépendance de femme, voulant qu'elle soit parfaitement libre en tout, je veux qu'en amour ce soit elle qui prenne l'initiative. Qu'elle dise à celui qu'elle aime « Je vous aime, voulez-vous être à moi ?» Ceci vous fait connaître comment j'entends et je comprends les relations d'amour qui doivent exister dans l'amour entre la femme et l'homme. Or, mon cher monsieur, moi qui vous parle, je me sens assez forte pour exécuter dans le présent ce que l'humanité pratiquera dans l'avenir. De ma vie, je n'ai appartenu à aucun homme, car toujours c'est moi qui ai pris l'initiative. Lorsque j'ai rencontré un individu qui me plaisait ou un homme que j'aimais, j'ai dit au premier « Voulez-vous vous donner à moi ?» et au second « Voulez-vous m'appartenir ?» Quant aux déclarations d'amour, on m'en a fait des centaines, et jamais je n'ai accepté aucun des hommes qui me les avaient adressées. Maintenant, monsieur, si vous êtes réellement grand, réellement intelligent et bon, vous viendrez me voir comme frère, comme ami, mais il faut bien que vous vous persuadiez que jamais je ne serai une femme pour vous. Mais si vous n'avez pas assez de grandeur dans l'esprit pour comprendre tout ce qu'il y a d'élevé et de religieux dans ma manière d'agir, ne revenez pas et tout sera fini. Votre lettre, tout inconvenante qu'elle est, ne m'a blessée en rien. Depuis l'âge de 21 ans que je vis seule et que j'ai l'énorme malheur d'être jolie femme, vous comprenez que j'ai dû recevoir bien des lettres d'étudiants et de sous-lieutenants. Je suis donc habituée à cet inconvénient d'une société mauvaise. Je ne me mets plus en colère contre ceux qui agissent mal, lors même que j'en souffre. J'étudie la cause qui les fait agir ainsi, et je travaille de toute ma puissance à guérir la cause du mal. Adieu, mon cher monsieur. Je suis votre sœur en l'humanité, Flora Tristan. À messieurs les députés. Paris, 20 décembre 1837. Messieurs, je désire que vous ne voyiez pas seulement le fait individuel de ma demande dans la pétition que j'ai l'honneur de vous adresser pour le rétablissement du divorce. Les maux que produit l'indissolubilité du mariage ont un caractère de généralité qui frappe les yeux de tous. Dieu n'a donné la continuité qu'à un bien petit nombre de nos affections, et nous voudrions imposer l'immuabilité à la plus variable de toutes. Devant cette institution contre nature s'évanouissent le bonheur domestique et les mœurs publiques. Il est superflu de démontrer que la concorde entre époux, comme dans toute espèce d'association, ne peut résulter que de rapports d'égalité, que l'union hideuse du despotisme et de la servitude pervertit le maître et l'esclave,
et que telle est notre nature qui n'est pas d'affection que la dépendance n'anéantisse. Ces vérités morales doivent vous être familières, messieurs, car quel titre aurait eu au suffrage de ses concitoyens celui d'entre vous qui n'en serait pas pénétré? Vous reconnaîtrez, messieurs, avec tous les publicistes, que sans le divorce, la religion et la morale sont impuissantes pour faire naître des mœurs régulières, et qu'à cette régularité sont attachés la prospérité publique et le bonheur domestique. Que l'union des époux aurait incontestablement plus de durée avec la faculté de se séparer qu'elle n'en peut avoir par les clauses pénales de la loi et le pouvoir dont elle a armé le mari. Les pays protestants ont admis le divorce. Les mœurs y sont-elles moins pures que dans les pays où le règne de l'indissolubilité maintient les effets civils du mariage lorsque les époux se sont séparés? J'ai fait, messieurs, une rude épreuve des malheurs qu'entraîne l'indissolubilité du mariage. Forcée, quoique sans fortune, de me séparer d'avec mon mari, j'ai dû, très jeune encore, pourvoir seule par mon travail à mes besoins et à ceux de mes enfants. Il est rare qu'un tel fardeau n'excède pas les forces des femmes. Il en est peu qui reçoivent une éducation appropriée à une profession, et lorsque sans fortune elles sont délaissées par leur mari, ou obligées de se séparer d'avec eux, c'est à la loi qu'il faut attribuer les unions illicites qu'elles forment, puisque cette loi ne leur permet pas d'en contracter de légal qui assure à leurs enfants la protection d'un père. Messieurs, dans un ouvrage que j'ai publié récemment et dont j'ai l'honneur de faire hommage à la Chambre, j'ai laissé entrevoir une partie des maux auxquels sont exposées les femmes qui se trouvent dans ma position. L'intérêt personnel n'est pas le mobile de la démarche que je fais auprès de vous. J'y ai été portée par amour pour mes semblables, convaincue que je suis, par ma propre expérience, qu'il ne peut exister de bonheur dans les familles que sous un régime de liberté. Le Christ a dit « Ne séparez pas ce que Dieu a joint ». Ne pourrait-on compléter le précepte en ajoutant « Ne joignez pas ce que Dieu a séparé ». En conséquence de ce qui précède, j'ai l'honneur de demander à la Chambre de rétablir le divorce et de l'instituer sur le principe de réciprocité et à la volonté de l'un des conjoints, ainsi que l'avaient fait les lois antérieures au Code Napoléon. Agréez, messieurs les députés, l'assurance de ma haute considération. Flora Tristan. À toutes les sociétés de compagnonnage des divers devoirs et à celles des sociétaires de l'Union. Paris, 1er ou 2 juin 1843. Messieurs, je vous envoie par la poste un exemplaire du petit livre de l'Union ouvrière et je viens vous prier de vouloir bien lire, discuter et étudier avec toute l'attention possible les questions que j'ai traitées dans cet ouvrage. Je suis en dehors de toute coterie, de toute personnalité. C'est donc uniquement au point de vue du bien général que j'ai traité la question de l'union entre tous les ouvriers. Pour moi, il n'y a ni Gaveau ni dévoirant, mais seulement des hommes égaux, des citoyens ayant les mêmes droits et les mêmes intérêts, des frères malheureux devant s'aimer et s'unir pour réclamer pacifiquement leurs droits et défendre leurs intérêts. Je vous prie, messieurs, de lire mon petit livre avec impartialité. Ne vous laissez pas aveugler par un préjugé absurde et funeste. Que ma qualité de femme ne soit pas pour vous un motif de répulsion pour mon œuvre. Songez bien que l'amour, l'intelligence, la force n'ont pas de sexe. En lisant le livre de l'Union ouvrière, ne vous occupez uniquement que d'étudier la valeur des idées qui s'y trouvent. Si vous les jugez bonnes, rationnelles et réalisables, mettez-moi entièrement de côté et faites qu'elles deviennent vôtres. Ce à quoi j'aspire, ce n'est pas à la vaine gloire d'avoir fait un livre. Non, grâce à Dieu, je suis au-dessus de cette petitesse. Ce que je veux, ce à quoi je travaille, c'est à servir la classe la plus nombreuse et la plus utile. Voilà tout ce que je désire et rien de plus. Comme vous le verrez dans ma préface, je ne fais pas de la vente de ce petit livre une affaire de commerce. L'argent qui en résultera sera employé au service de la cause.
C'est pourquoi, messieurs, je viens franchement et fraternellement vous prier de m'aider à placer ce livre parmi les ouvriers. C'est pour la cause que je vous demande votre appui et non pour moi. Si d'ici à 1 an, nous parvenons à faire que chaque ouvrier ait le livre de l'Union ouvrière au fond de sa casquette, dans 3 ans, l'union universelle des ouvriers et ouvrières sera possible, et alors, mes frères, nous serons sauvés. Agréez, messieurs, les salutations cordiales de celle qui est votre sœur en l'humanité, Flora Tristan.